On va parler maintenant de Singapour en lui-même. Alors l'idée, c'est pas bien évidemment pas de comparer Singapour avec l'Afrique, ce serait ridicule de faire ça. Enfin comparer dans l'absolu, on va dire. On peut comparer, des philosophies, des choses qui ont été appliquées là-bas et cetera, dans une certaine mesure. Mais on peut pas comparer dans l'absolu parce que ce sont pas les mêmes échelles. Singapour, c'est une toute petite île, qui fait, moins de 1 000 km². C'est tout petit, alors que bon, on compare, enfin l'Afrique, en général, c'est des pays qui font plusieurs milliers de kilomètres carrés. Bon, la population, il y a quand même, plus de 6 millions de personnes, et donc il y a quand même une, grande densité, démographique. Rappelons qu'il y a enfin, il y a quelques petits pays en Afrique quand même qui ont du 5, 6, 7 millions d'habitants. Donc, niveau population, c'est voilà, ce n'est pas déconnant. Et en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas Singapour, Singapour se situe donc, sur, la partie sud, c'est l'île la plus au sud de l'archipel, malaise. Donc, enfin, quand vous allez en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est globalement, il y a l'Inde. Ensuite, à l'ouest de l'Inde, il y a donc les pays d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, et cetera. Et puis en dessous, au sud, il y a tout un tas d'archipels. Donc il y a les archipels, de Malaisie, voilà, Malais. Et puis il y a les archipels d'Indonésie. Et donc le Singapour est vraiment au sud de l'archipel malaise, en fait, et voilà, et fait face à l'archipel, indonésien. Et donc, c'est une région où il y a énormément de commerce maritime, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, les Américains se sont souvent, enfin, ils ont souvent joué un rôle, d'implication dans la géopolitique de la région. Heu, voilà. Alors, donc le livre dont je vous parlais au début, l'interview, c'est ce livre, que vous voyez là, «Comment bâtir une nation». Et donc, alors Lee Kuan Yew lui-même, enfin, il a vécu globalement, pour résumer un peu l'histoire, de l'Asie, globalement, enfin à cette période-là, à partir des années 40 à peu près. En gros, il y a eu la colonisation occidentale, donc dans la région, beaucoup des Anglais, donc par exemple l'archipel malaise, les Anglais principalement. Et donc pendant la fin du 19e siècle, principalement, c'était, voilà, les Occidentaux, les Anglais, et cetera, et qu'il y avait une sorte de course à la colonisation, exactement comme l'Afrique, pas de différence. Et à partir des années, du début des années 1900, donc il y a eu une course aux armements des différentes nations occidentales, et cetera. Et donc il y a la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, dans tout ce processus, début du XXe siècle, c'est la période pendant laquelle, le Japon avait déjà amorcé son industrialisation. Le Japon a été la première nation dans cette région à amorcer son industrialisation, genre 70 ans, 80 ans avant les autres. Et en fait, quand le Japon, amorce son industrialisation, ils ont besoin de matières premières, et ils ont besoin de s'armer parce que finalement, ils veulent se mettre au niveau des nations occidentales. Et donc le Japon a une stratégie de colonisation de toute cette région, de l'Asie du Sud-Est. Donc, par exemple, le Japon va coloniser, une bonne partie de la Chine, qui s'appelle la Mandchourie, ce qui va emmener à des problèmes, à une guerre entre, le Japon et la Russie au début des années 1900. Le Japon va coloniser, la Corée, toute la Corée, nord-sud, et cetera. Et donc le Japon, va coloniser surtout à partir de quand la guerre mondiale, va éclater dans les années 40, va commencer à coloniser, va continuer sa stratégie de colonisation, de toute cette région-là, de l'archipel, et donc jusqu'à Singapour, et cetera. Et vu que c'est la Deuxième Guerre mondiale, il y a un retrait des Britanniques, et donc les Japonais, qui ne sont pas dans le même camp bien évidemment que le camp de l'Ouest, vont coloniser, la région. Et donc quand ça arrive, finalement, Lee Kuan Yew, je pense que c'est dans les années 40, et cetera, il devait être adolescent, quelque chose comme ça. Et donc Singapour passe en gros, d'une colonie britannique, heu, à une colonie japonaise, et la colonisation japonaise, elle était très dure. Elle était très, très dure. Ensuite, donc il réussit pour ses études supérieures, à aller étudier en Angleterre. Il étudie en Angleterre, dans des bonnes universités, je ne sais plus exactement lesquelles. Et lorsqu'il finit ses études, il rentre directement. Voilà, il reste pas là-bas, oui, diaspora, machin, non. Il rentre directement. Et ces histoires de retour finalement de gens, qui sont partis, c'est un peu une histoire quand même qui, comment dire? On peut presque, comparer, en tout cas, comparer les épopées, heu, aussi de ces pertes d'indépendance, et cetera, entre, l'Asie, et l'Afrique. Parce qu'on se rappelle bien évidemment Kwame Nkrumah qui a fait ses études aux États-Unis, et cetera, qui a même enseigné aux États-Unis avant de rentrer.
Cheikh Anta Diop, qui a étudié en France, et cetera, qui a travaillé, avant de rentrer, et cetera. Et c'est toujours intéressant de voir que finalement, toutes ces nations qui ont été colonisées par les mêmes ont fini par avoir des élites qui se sont formées chez eux et d'une manière ou d'une autre, qui ont décidé de rentrer pour, voilà, pour se battre soit pour l'indépendance, pour être, pour aller, dans enfin, il y a eu différentes idéologies, bien évidemment, il y avait des réformistes, il y avait des gens qui étaient radicaux, et cetera. Mais finalement, tous ces gens ont appris chez ceux qui les ont colonisés. Et ce qui a été le cas en Afrique bien évidemment été le cas aussi, par exemple ici pour Singapour. Donc quand ils rentrent, finalement, les indépendances, c'est, au début des années 60. Et pour comprendre un peu la comment dire? La sociologie, de Singapour, enfin les différents peuples, et cetera, c'est que c'est une archipel, qui est, qui est malaise. Donc les peuples à la base qui vivent là, ce sont des «Malais» entre guillemets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du 19e siècle, quand les Européens sont arrivés en Chine, pour ceux qui connaissent l'histoire, donc ils ont avec la colonisation des autres pays autour, comme pour l'Afrique. Où c'était vraiment soit de la colonisation ou des protectorats, et cetera. La Chine, c'était un peu compliqué, différent parce que la Chine, c'était déjà un très grand empire. Donc il y a eu juste en fait des sortes de traités inégaux qui ont mené que la Chine devait céder des grandes régions qui étaient des concessions et qui permettaient aux Occidentaux de faire du business, en fait, de faire du commerce, et cetera. Mais par contre, l'institution monarchique, le roi, et cetera, ou l'empereur, voilà, pour le cas de la Chine, il était toujours là. Il administrait toujours certains territoires et partiellement les territoires qui étaient sous concession occidentale. Donc c'est ce qui a emmené aux différentes guerres, la guerre de l'opium, et cetera. Et en fait, pendant cette, vague, il y a eu beaucoup de Chinois qui ont fui la Chine. Et en fait, ils ont fui la Chine et ils sont allés justement dans ces îles malaises. Et ils ont commencé à peupler, à partir du sud. Donc ce qui fait qu'il y a une grande densité de gens d'origine ethnique Han chinois vers le sud, et plus on va vers le nord, moins on les trouve. Et bien évidemment, plus on va vers le nord, par opposition, on trouve plus, les gens qui étaient là, les autochtones entre guillemets, qui sont les Malais. Et bien évidemment, il y a eu d'autres vagues de migration, un peu les Indiens qui sont pas loin, et cetera, mais qui sont minoritaires. Donc ce qui se passe, c'est que, à partir de la fin du 19e, donc les Chinois arrivent dans cette région, peuplent cette région, et cetera, et finalement on se retrouve dans un cas de figure où il y a comment dire? Démographiquement, il y a vraiment, 2 poids démographiques qui sont les Malais et les Chinois, les Han d'ethnie, qui, vivent sur la même île, et cetera. Donc à partir de et les Chinois, Han, ils sont globalement sur tout l'archipel, ils sont minoritaires, mais particulièrement sur Singapour, ils sont majoritaires. Parce que bien évidemment, comment dire? Ils se sont surtout installés vers le sud, comme je disais tout à l'heure, et plus on va vers le nord, moins on en trouve. Donc ce qui fait que, à Singapour, du coup, il y a une majorité chinoise. Et donc, à partir des années fin des années, 50 et début des années 60, comme souvent dans les anciennes colonies britanniques, il y a d'abord en première phase comment dire? Des gouvernements parlementaires, enfin pas des démocraties, mais des systèmes, plutôt démocratiques parlementaires qui ont précédé, la colonisation stricte. Et donc ça fait que, il y avait, des députés, locaux qui allaient à l'assemblée et qui participaient au vote, et cetera, et qui permettaient voilà, de créer, la vie politique, du pays, et cetera. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, dans à partir de la fin des années 50, début des années 60, il y a une, il y a un jeu politique, une opposition politique entre le parti, de Lee Kuan Yew, dont j'ai oublié le nom, et il y avait un parti principal, qui était plutôt, le parti, on va dire, des Malais, qui est en fait assimilable à un parti ethnique, en fait, un peu, dont j'ai oublié le nom. Et en fait, ça rappelle un peu l'ABAKO, l'association des Bakongo, ou bien, enfin différentes, ou bien, les Balubakat, en RDC, enfin c'est un peu la même idée. Et du coup, ces Malais-là, pendant l'indépendance, donc Lee Kuan Yew, vu qu'il est député, il est représentant de sa petite île, avec son parti politique, et donc il a réussi à convaincre des gens quand même comment dire? Enfin il est député. Et du coup, il y a une proposition en 62 de créer un État, unique entre, toute l'archipel, donc le reste de l'archipel et Singapour. Et donc, ça c'est en 62, donc c'est un peu une première phase de l'indépendance, si vous voulez, où finalement toute l'archipel est indépendante. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a un débat politique, qui s'installe entre les 2 parties.
c'est que, vu que les Malais sont originaires de là et qu'ils estiment qu'ils ont toujours été là et que ce sont les autochtones, ils veulent installer une sorte d'État où il y aura une primauté, une sorte de priorité. On va donner, des priorités aux Malais d'origine, heu, par rapport, aux Chinois qui sont là. Donc, là, il faudrait que vous pensiez à la question de la méritocratie, comment dire? De la sélection des meilleurs et cetera. Eux, ils disent que priorité aux Malais. Et donc Lee Kuan Yew, il n'est pas d'accord parce que lui, il pense à un système, global qui intègre tout le monde justement et qui, permet de sélectionner les meilleurs sur la base de la compétence et cetera. Toute son idéologie dont on a parlé au début et dont on parlera plus tard. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que concrètement, les performances économiques, des Han, soi-disant, à creuser, des premiers éléments que j'ai vus, apparemment c'est vrai, mais bon, à creuser, les performances économiques des Han, des Chinois ethniques, seraient meilleures en termes de dynamisme, de business et cetera, que les Malais. Hein, c'est un peu, ils étaient un peu comme les Libanais, de la Malaisie ou bien les, voilà, c'était un peu la même idée, très dynamique économiquement et cetera. Et donc, ce décalage de dynamisme économique entre les 2 groupes a fait qu'il y a eu progressivement des tensions. Et en fait, dans les années 60, c'est allé en crescendo, de telle sorte que dans les années 65, il va avoir une succession d'émeutes qui vont mener à des agressions de part et d'autre de Chinois et de Malais, dans les villes, dans les quartiers, et cetera. Et donc, finalement, les 2 pays vont être menés à se séparer. Donc pour des raisons de pragmatisme, hein. Bien évidemment, Lee Kuan Yew, il va accepter, parce qu'il était, quand même moteur dans l'unification des 2, enfin de toute l'archipel. Et en fait, il va accepter comment dire? Le fait que, les 2 pays, se séparent difficilement, parce que finalement, il y avait, bien évidemment, il y avait une forte polarité «ethnique» entre guillemets dans la politique, de telle sorte qu'il y avait beaucoup de Chinois qui étaient pro, bien évidemment, parti de Lee Kuan Yew, et puis la plupart des Malais étaient plutôt, dans les partis politiques, malais. Et ce qui va se passer, c'est que quand, il y aura l'indépendance, bah, il y avait une majorité de Chinois qui étaient installés aussi du côté malais. Enfin une majorité, une minorité qui était installée du côté malais, qui faisait du business et cetera, et il y aura un choix, très difficile, donc de Lee Kuan Yew de les abandonner. Et ce n'est pas un choix facile parce que ce sont des gens qui comptaient en lui, voilà, qui comptaient sur lui, pardon. Et donc il va faire un choix, cornélien, difficile, de se séparer du reste de l'île, et donc tous ces gens-là vont devenir malais. Donc aujourd'hui, il y a des Chinois Han, qui sont malais, qui habitent enfin, qui sont malais, voilà. Et eux, voilà, ils sont restés, avec la Malaisie, et finalement, ceux qui étaient plutôt à Singapour et cetera, ont obtenu leur indépendance. Et en fait, cette partie de l'histoire de Singapour est très importante dans la philosophie de Lee Kuan Yew. Pourquoi? Parce que, ça a drivé, si vous voulez, ça a orienté, voilà le bon mot, ça a orienté sa politique de gestion de la diversité et des différentes communautés qui n'ont pas les mêmes niveaux parce que lui, il accepte que les communautés n'ont pas le même niveau de performance. Il accepte que tout le monde, et ça, on va en parler tout à l'heure. Tout le monde ne se vaut pas. Toutes les communautés ne se valent pas. Et il a une solution par rapport à ça. Il dit, et ça, c'est son pragmatisme à lui. Il ne pense pas qu'il faut se mentir que oui, toutes les communautés ethniques ont la même capacité de travail ou non. Lui, il dit que voilà, on accepte les faits tels qu'ils sont, et il propose par contre, on va voir ce qu'il propose, comme solution, etc. Mais globalement, ça, c'est un peu l'histoire de Singapour. Et finalement, il y a des minorités malaises, bien évidemment, enfin, il y a des Malais, hein, beaucoup quand même, qui sont à Singapour aussi, des gens ethniquement d'origine malaise. Et du coup, il fallait maintenant bâtir cette nouvelle nation, qui est un mix entre Chinois, Malais, minorités indiennes, etc. Et bien évidemment, vu qu'il a obtenu l'indépendance, il est devenu Premier ministre. Il a, on va dire, les pleins pouvoirs, entre guillemets, d'instituer la politique de son choix. Et donc, ce qu'il fait, c'est que bien évidemment, il met en place cette politique-là, cette politique, de la sélection des meilleurs, du travail rigoureux, etc., etc. Et donc, bien évidemment, dans cette, politique-là, tout le monde, par rapport à sa compétence, peut s'en sortir. C'est «l'ascenseur social» entre guillemets, c'est l'ascenseur social basé sur la compétence. Donc, qu'on soit chinois, qu'on soit malais, qu'on soit indien, et cetera, par son travail rigoureux, objectivement, on s'en sort. Et il faut regarder, des reportages sur Singapour, et cetera, voir quand ce que, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs européens, français, britanniques, et cetera, qui vont s'installer là-bas, qui donnent des témoignages, sur la manière dont c'est géré, dont l'administration est gérée comme des entreprises privées, un grand niveau de compétitivité. Quand les choses sont dites et sont faites, quand, le gouvernement dit qu'on va rembourser, telle avance sur, voilà, sur, un investissement, de niche, parce qu'il est encouragé par, l'État pour des entreprises et cetera, et que ce sera remboursé en 3 tranches dans l'année et cetera. C'est fait en date et en heure.
y a une vraie, comment dire? Il y a une vraie, il y a un vrai engagement, une rigueur, un travail et tout ça, c'est tout simplement, c'est basé sur, une bonne utilisation de la ressource humaine. En tout cas, c'est ce que lui pense et pour moi, ça, c'est vraiment l'un des éléments clés, une des leçons, qu'on peut tirer bien évidemment, de ce qu'il a fait, tout simplement. En tout cas, pour les Africains. Il y a d'autres points bien évidemment, mais pour moi, ce point, il est très important. Et donc, en 65, donc, indépendance, et cetera, donc il a cessé d'être, il a cessé d'être Premier ministre en 90. Après lui, il y a eu un autre Premier ministre, dont j'ai oublié le nom. Et donc quand ce deuxième Premier ministre-là, enfin après lui, a fini, le troisième Premier ministre de Singapour, pardon, qui est, enfin c'est pas un système présidentiel, vous aurez compris, c'est le Premier ministre qui dirige, un peu comme en Angleterre, et enfin l'exécutif. Et donc le troisième Premier ministre, c'est son fils en fait, c'est son fils. Et on pourrait bien évidemment, la question est évoquée dans le livre, parce que finalement, la question c'est, bah, comment, tu es pour la méritocratie, voilà, pas de népotisme, l'objectivité, dans l'utilisation des ressources humaines, et cetera. Comment on peut expliquer que finalement ton fils, te succède un peu comme un régime, bananier, comme on en connaît beaucoup? Mais enfin, sa réponse dans le livre assez intéressant, où voilà, on se demande, est-ce que c'est une dynastie ou pas? Et il prétend qu'il ne serait jamais intervenu, dans le fait que son fils soit devenu Premier ministre, et cetera. Mais comment dire? Il rappelle que l'important, c'est le résultat. Aujourd'hui, Singapour, l'héritage qu'il a laissé n'a fait que croître aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était déjà très bien en 90, mais aujourd'hui, en 2023, Singapour, c'est le top du top. Et donc ça permet aussi, d'avoir, de réfléchir et de mettre le point sur ce qui est important, et se dire que finalement, OK, alors moi je suis pas spécialement d'accord avec ça, avec son fils ou pas, je m'en fiche un peu. Mais le fait que, il y ait une succession, pas directe ici parce qu'il y a eu un intermédiaire, mais qu'une personne, prenne un poste que son père a pris avant, et cetera. Il y en a dans plusieurs pays, il y en a eu au Liban, et cetera. Ce n'est pas une garantie de mauvaise gestion ou de bonne gestion. Je pense que ce qui est important, c'est la philosophie qu'il y a derrière. C'est, est-ce qu'il y a le travail derrière? Est-ce qu'il y a la rigueur? Parce qu'on peut imaginer très bien qu'un enfant d'eux soit aussi très travailleur et bien évidemment, c'était le fils du Premier ministre, donc il a eu aussi des opportunités, d'études supérieures qui sont, très importantes, et cetera. Et on peut toujours imaginer, dans cette même philosophie, cette même vision des choses, que tout le monde, bien évidemment, puisse accéder par le travail, et cetera, à une place, et cetera. Bon, ça, ce sont des cuisines internes. Mais je pense que l'idée, la philosophie, c'est ça. C'est la compétence ou pas. Après, comment dire, des enfants peuvent succéder à leur père ou pas, ok. Mais la question derrière, c'est est-ce qu'il y a cette vision des choses qui est drainée dans la société, de compétences ou pas, de mettre en valeur le travail, la rigueur, etc. Bon. Ensuite, rapidement sur la philosophie. Enfin, sur cette partie, c'est surtout le mix entre ces philosophies traditionnelles un peu asiatiques, telles que le confucianisme et aussi la lecture de Sun Tzu, l'art de la guerre, etc., qu'on peut classer un peu dans une sorte de littérature traditionnelle chinoise. Et ce mix assez intéressant qu'il fait avec le positivisme, qui est plutôt anglais et britannique, bien évidemment, le pragmatisme politique à la Machiavel et à la Hobbes. Et ce point, il est très important, et je pense que peut-être qu'on reviendra dessus, c'est la question de l'idéalisme. De l'idéalisme, entre guillemets, l'idéalisme africain. C'est que ce qu'on a observé, c'est que depuis les indépendances, il y a eu beaucoup d'auteurs en Afrique, dans le cas de l'Afrique, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit des livres, des sortes de livres-programmes, qui disaient que, en gros, en Afrique, il y a toutes les matières premières et il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, etc. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que cette école de livres-programmes existe encore. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des auteurs qui produisent ces sortes de livres-programmes qui disent oui, au Congo, il y a le potentiel hydraulique, il y a le cobalt, etc. On pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. On va créer des industries à l'échelle régionale. On va organiser des groupes de ceci, de cela, etc. Ok, très bien. Mais le problème, c'est que, en général, ce qu'on a vu derrière, c'est que ces livres-propositions ne sont restés finalement des propositions que dans les livres. C'est-à-dire que
ces propositions n'ont pas pris en compte comment dire, la sociologie, comment dire, les humains qui devaient implémenter justement ces propositions-là. Et le truc, c'est que si on prend en compte les gens qui vont, dans le cadre de l'Afrique, implémenter ces propositions, là, on passe dans quelque chose, on passe dans une sorte de réalisme. C'est-à-dire que, OK, on peut proposer tout ce qu'on veut. Si les gens qui vont implémenter ça n'ont pas les prédispositions pour le faire ou n'ont pas d'intérêt pour le faire, parce que dans le cas de l'Afrique, je pense que c'est surtout ça. C'est l'intérêt de le faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volonté politique, hein, on peut en discuter pourquoi. Bon, pour ceux qui suivent cette chaîne, ils savent déjà globalement pourquoi, en tout cas notre point de vue. Mais l'idée, c'est ça. Et souvent, voilà, il y a certaines sortes d'idéalisme où on croit que l'Africain est une sorte d'un individu idéal qui va. Excusez-moi. Donc finalement, on a l'impression que finalement l'Africain est une sorte d'individu idéal. Et donc il suffirait qu'on propose comme ça et il pourrait implémenter des choses comme ça. Et finalement, cette sorte de philosophie idéale, on la retrouve aussi jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on comment dire, on ne responsabilise pas assez les gens, on ne responsabilise pas assez les peuples, et on ne voit pas que dans, comment dire, qu'on est capable de produire le meilleur, on est capable de produire le pire, et que finalement, on a besoin, comment dire, on a besoin d'une organisation, on a besoin de tenir compte d'une organisation qui tient compte de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de peuples qui ne sont pas pareils, qui ont des histoires différentes, qui ont voilà, des structures économiques qui sont différentes, qui ne sont pas efficaces de la même manière, etc. Et souvent, par justement cette sorte d'idéalisme, on fait comme si on ne le voyait pas, il ne faut surtout pas l'évoquer, etc., pour ne pas blesser les uns les autres, en tout cas c'est ce qu'on croit. Et finalement, on ne règle pas les problèmes dans le fond. Et ce que Lee Kuan Yew il a fait ici, par exemple, en l'occurrence, je vais donner un ou deux exemples. Les exemples qu'il évoque dans son livre, il évoque l'exemple du Sri Lanka et l'exemple de la Chine. Bon, il y a bien évidemment, il y a l'exemple de Singapour, ce qu'il a fait, et en fait, il a proposé aussi aux Chinois de le faire, et il fait une analyse un peu sur ce qui se passe au Sri Lanka. Et en fait, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que lui, d'après son observation, il pense que les communautés Han sont très actives économiquement, sont des bosseurs. Bien évidemment, comme c'est du positivisme, il n'essaie pas d'expliquer pourquoi, il s'en fiche un peu. Ça, c'est un peu le matérialiste ou l'anthropologie matérialiste qui viendrait essayer de comprendre, etc. Non, lui, il va sur les faits. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que quand dans un pays, en tout cas c'est ce qu'il a fait, on a une sorte de découplage entre des gens qui ont une culture, un dynamisme économique, une compétitivité, etc. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut déjà accepter cet état de fait. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que comme il y a des grands commerçants, des grands grossistes, etc., ou bon, à l'époque, ce n'était pas des grands industriels, mais comme des petits industriels qui étaient globalement, en général, des Chinois, etc., des Han. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait voir ces grands industriels et il essayait de trouver un moyen d'incorporer les Malais dans le tissu économique des Han. C'est-à-dire que si, par exemple, comment dire, il y a des grands importateurs, ou bien il y a des, vous savez, il y a des importateurs, il y a des grands commerçants, et puis il y a des détaillants, etc. Et souvent, dans tout ce qui est commerce, il y a différents niveaux. Et en fait, ce qu'il propose, c'est, au lieu de dire que de ghettoiser les communautés et de dire que chacun finalement se débrouille, c'est qu'il essaie de trouver un compromis à l'échelle nationale entre les différentes communautés, et il essaie de tirer des avantages des uns et des autres pour que tout le monde avance. Par exemple, dans le cas de ce qu'il a fait, par exemple, à Singapour, c'est que il est allé voir donc ces industriels ou ces hommes d'affaires, ces commerçants, etc. Et il a essayé d'incorporer les petits commerçants malais, ceux qui sont quand même des travailleurs, hein, mais qui n'avaient pas le niveau de, comment dire, la capacité financière, le niveau de structuration des boîtes chinoises, etc. Il essaie de les incorporer et de créer des vrais groupes économiques avec une collaboration à partir du bas. Et en fait, le résultat derrière, c'est que ça a permis, ça a permis le développement, en tout cas une amélioration de la productivité de tout le monde. Le fait d'avoir adressé le problème et d'avoir trouvé une solution, là pour le coup, ça a eu un résultat qui est vraiment positif. Et du coup, on pourrait faire un parallèle, bien évidemment, avec ce qu'on voit. C'est clairement, je pense qu'il n'y a pas tout le monde le voit, dans différents pays en Afrique. Alors en Afrique de l'Ouest, c'est un peu différent, l'Afrique centrale, c'est un peu différent, mais globalement, il y a quand même des grandes tendances, où finalement, dans les pays, il y a des communautés qui sont plus actives économiquement que d'autres.
Et malheureusement, que ce soit des États qui ont fait des choix plutôt très libéraux, etc., ou des États qui ont fait des choix beaucoup moins libéraux. Bon, on ne va pas prendre l'extrême de ceux qui ont complètement chassé les étrangers, sauce Ouganda, etc. Mais déjà, enfin, ou un peu Zimbabwe. Mais ce qui d'ailleurs a été des erreurs dans la manière dont ils l'ont fait, parce que finalement, ça touche aussi au problème qu'on évoque là, c'est que dans des pays où il y a comme ça une différence d'activité économique, de performance entre des communautés, bah, l'idéal, c'est que les politiciens seraient déjà acceptent le point et fassent exactement la même chose, en fait. En tout cas, c'est une piste de réflexion et en fait, ça permettrait de créer comment dire? Des vraies synergies et de permettre au développement de tout le monde et ça ouvrirait peut-être aussi la voie à des ascenseurs sociaux et cetera et ça permettrait aussi, de donner de la confiance à d'autres. Parce que, bien évidemment, vous savez, pour ceux qui suivent cette chaîne, il y a une distinction claire entre les compétences, on va dire, individuelles, d'un individu qui est, n'importe où dans le monde et cetera, dans une autre culture et cetera, par rapport au même individu qui est noyé dans une culture, qui est une vision du monde, qui est comment dire? Un tout en fait, qui nous renvoie au point que finalement, on pense qu'il y a beaucoup de points culturels, enfin beaucoup de points dans la culture qui ne sont pas propices au développement. Et justement comment dire? Cette sorte de mixité sur le plan économique, en tout cas dans le cas, de Singapour, est un élément aussi qui a permis, à l'ascenseur social de différents groupes et cetera. Et en fait, la même question s'est posée. Il y a quelqu'un qui dans les commentaires parlait des Ouïghours et cetera. Et en fait, la même question s'est posée aussi entre en fait, les Chinois avaient le même problème avec les Ouïghours et les Han. Et en fait, il explique en fait dans le livre. Le truc, c'est que les Ouïghours, ils sont très minoritaires en Chine. Ils sont très très peu en fait. Mais cette proposition, en fait, il a faite aussi dans le cas des Ouïghours, en fait, et il évoque dans le livre. Malheureusement, apparemment, les Chinois n'ont pas appliqué, apparemment de ce qu'on voit dans les informations aujourd'hui, mais c'est une proposition qu'il a faite, par exemple, dans ce cadre-là. Et il évoque aussi le cas, par exemple, du Sri Lanka, où il y a deux communautés, apparemment, il y a des Singalais et il y a des Tamils, et les deux communautés n'ont pas la même capacité, voilà, la même activité économique, la même structuration et capacité de travail, de production, etc. Et pour lui, clairement, les problèmes que fait face ce pays euh, sont en partie liés à ça, parce qu'il ne règle pas ce problème. Et chaque fois, il rentre dans des cycles de ressentiment de communautés ou d'autres. Et malgré des discours un peu à l'africaine, hein, des discours qui ont un peu qui font l'autruche, il voit bien derrière, en fait, ce qu'il explique dans le livre, il voit bien derrière, c'est qu'il y a de la frustration, il y a de l'extrémisme. Et pour lui, le Sri Lanka, et aujourd'hui l'histoire l'a confirmé, parce que l'interview, c'est une interview de 2009, et jusqu'à récemment, le Sri Lanka, pour ceux qui suivent un peu les informations, c'est chaud. Et pour lui, clairement, c'est l'un des points qui crée de la frustration et des tensions à l'intérieur du pays. Voilà. Donc ça, c'est comment le pragmatisme, plus la capacité à affronter, à résoudre les choses telles qu'elles sont, plutôt que de se mentir, permet de